Juste peut-être pour prolonger ce que dit Pablo, peut-être de manière un peu plus optimiste ou réaliste, ou en tout cas essayer de garder vivant l'espoir. Moi j'aime bien l'image que donnait, alors je ne sais pas s'il l'utilise encore, mais on avait pas mal parlé avec Patrick Villeray, justement un peu pour s'opposer à cette idée qu'on va dans le mur, c'est dire bah non, on est déjà dans le mur. C'est le chaos, on l'a déjà percuté. C'est le chaos, mais justement, dans le chaos, essayons de trouver la lumière par où il faut sortir de ce chaos-là. Parce que je pense qu'en termes de projection, ça donne plus envie d'y aller que si on se dit de toute façon c'est cuit, quoi. Enfin voilà, à t'entendre, j'avais presque envie de me lever et de dire bon bah, je vais retrouver c'est le but. mes proches et puis on va manger une petite raclette tranquillement et puis on va plus tard demain, quoi, voilà. Et je pense qu'il faut quand même si la situation est sérieuse, très très sérieuse, et je rejoins tout à fait ce que tu disais également, Christophe, c'est pas quand on dit qu'il faut sauver la planète, non, la planète, ça s'en tape le coquillard, c'est l'humanité qu'il faut préserver si on a envie, mais en tout cas c'est ça le sujet. Alors, pour essayer de faire le lien avec ce que tu disais, Nicolas, je reviens à Rio en 92, la Convention cadre des Nations Unies est instaurée, et les gouvernements qui signent cette convention sont les parties à la convention, et donc c'est la Conference of Parties, la COP, c'est ça ce que ça veut dire, conférence des parties, qui depuis Rio se réunit tous les ans, pour avancer sur le traitement de la chose climatique et proposer un régime international de régulation qui permettrait, l'objectif étant énoncé très tôt dans le processus par le GIEC, dont on parlait tout à l'heure, qui dit en gros, si on veut maintenir le réchauffement climatique dans la limite de 2 degrés à l'horizon 2100, depuis 90, c'est à peu près ce qu'ils disent, hein, c'est ça l'objectif. On sait que on ne pourra pas complètement maintenir le climat tel qu'il était avant 90, donc on peut accepter une augmentation de la température de 2 degrés à l'horizon 2100. Pour ça, il faut diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale avant 2050. 2050, c'est très très vite. Et pour faire ça avec un minimum d'équité, puisque une des bases de la Convention, c'est de dire il y a une responsabilité commune, tous les pays ont une responsabilité, tous les habitants de la planète ont une responsabilité commune face au changement climatique, mais différenciée. C'est-à-dire les éléments de structuration de la Convention, il est commune mais différenciée, parce qu'effectivement, il y a des pays plus industrialisés qui ont consommé beaucoup de charbon, beaucoup de pétrole et beaucoup de gaz, et qui ont donc émis beaucoup plus de gaz à effet de serre, et ces pays-là, il faut qu'ils fassent un effort supplémentaire par rapport à d'autres pays qui, eux, ont consommé beaucoup moins de ce charbon, pétrole et gaz. Petite remarque d'ailleurs à ce moment-là, c'est que on aurait pu imaginer de construire un régime international, non pas en se fondant sur les émissions par pays, mais sur les émissions par tête d'habitant. Je fais l'hypothèse que si on avait fait ça, on aurait été beaucoup plus vite sur le traitement du sujet, parce qu'on se serait rendu compte où étaient les vrais problèmes. Et encore aujourd'hui, on sait qu'un Américain émet à peu près 18 à 20 tonnes de CO2, enfin de gaz à effet de serre par an. Un Européen, c'est plutôt 10. Un Français, grâce au nucléaire, plutôt 7-8. Si je prends un Béninois ou un Ghanéen, un Palestinien, je travaille avec les Palestiniens sur ces sujets-là, c'est 3 tonnes. Les Israéliens à côté, c'est 9. Et un Béninois, c'est plutôt 0,7, 0,8. Voilà. Et c'est vrai que, et même au moment où on commençait à parler de ça, les Chinois étaient plutôt à 3 ou 4. Alors aujourd'hui, ils sont à peu près au niveau de la France, 6-7 par habitant. Mais on aurait pu configurer une négociation sur un régime assez différent, en se disant, finalement, pour résoudre l'équation, il ne faut pas que chacun dépasse plus de 2 tonnes par habitant et par an. En fait, c'était ça l'objectif. Si on traduit ces 2 degrés à l'horizon 2100 en tonnes de CO2, c'est en gros un set 2 tonnes, pour faire simple, 2 tonnes par habitant et par an. Donc vous voyez l'ampleur du chemin à faire pour nous, Français, ça veut dire diviser par 4. Mais comme on a tardé, c'est plutôt divisé par 5, 6, 7, 8 maintenant. Mais ça voulait dire aussi pour des gens qui avaient très peu d'accès à des services de base, eux, être en capacité d'augmenter un petit peu leur recours aux énergies fossiles pour justement accéder à des services de santé, voilà.
mais la négociation n'est pas partie sur ces bases-là, et depuis, donc, on a des COP qui se succèdent. Il y a eu le point important du protocole de Kyoto sur un certain nombre de pays industrialisés, mais juste pour une première réduction de 5% qui n'est pas suffisante. Maintenant, il faudrait qu'à la COP21, donc à la 21e conférence des parties, on s'engage sur une trajectoire de réduction beaucoup plus ambitieuse, parce que plus vous attendez, alors que les émissions elles montent et qu'il faut atteindre un point bas, plus vous attendez, plus l'effort à faire pour réduire sera important. Et donc c'est un petit peu pas le rendez-vous de la dernière chance, mais un petit peu quand même, si on veut vraiment atteindre ce point de réduction à l'horizon 2050, il faut vraiment qu'on ait un accord à la COP21 pour réduire de très très significativement les émissions à l'horizon 2020 d'abord, puis 2030, puis 2040, puis 2050. Oui, moi ce qui me frappe avec cette succession de conférences climatiques auxquelles on assiste depuis 20 ans, puisque là on aborde la 21e, c'est leur déconnexion totale avec la marche du monde, avec la marche de la grande accélération, avec la marche de la complexité des sociétés et leur soif énergétique colossale. Le positionnement des textes en négociation, qu'il s'agisse du protocole de Kyoto que Bruno vient d'évoquer, ou même du brouillon de la négociation qui va avoir lieu à Paris, là, le draft. Le positionnement est caractérisé par un schisme de réalité. Schisme par rapport à la mondialisation, par exemple. Le fait que la mondialisation se négocie ailleurs que sous l'égide de la Convention climat fait qu'on aura beau écrire tous les accords qu'on veut, si on ne régule pas la mondialisation en fonction des limites des écosystèmes et des ressources naturelles, on aura un écartèlement entre deux mondes, le monde de cette négociation climatique et de la finitude en général, et le monde de la grande accélération qui est prôné dans le même temps par les institutions de la mondialisation, que sont l'Organisation mondiale du commerce et tous les traités afférents, et le TAFTA, etc. Et toutes ces mobilisations qui nous ont réunis depuis 20 ans, parce que certains d'entre nous sont aussi des altermondialistes. Et le problème, quand on a été altermondialiste et qu'on l'est encore, c'est qu'on ne voit pas se relier tous ces mondes. Et on arrive à une situation telle qu'on, finalement, pendant 20 ans, on a développé avec ces conférences climatiques une rhétorique, à mon avis, trop techno, trop arithmétique, à la fois trop arithmétique et déconnectée à la fois de la mondialisation, des questions financières et de l'agriculture, parce que la composante de la terre est très importante et la manière dont la terre est abordée dans ces négociations climatiques, c'est les puits de carbone, les forêts qui sont censées absorber de plus en plus de carbone, les océans, mais qui sont vus aussi comme des puits de carbone. Finalement, le sentiment de la nature, le rapport à la nature est complètement occulté par la rhétorique même de ces négociations. Et j'en viens à l'évocation de Pablo sur l'effondrement. Quand j'entends Pablo parler, moi j'entends parler de quelque chose. J'entends parler des systèmes complexes dans lesquels nous vivons et dont la complexité ne va pas pouvoir perdurer en raison à la fois d'une décrue de l'énergie et des limites de notre planète. Et c'est ces questions-là qu'il faut mettre au cœur de la négociation climatique. Et pour l'instant, on est dans un langage, encore une fois, technologique, arithmétique avec les histoires de marché carbone, et même les 2 degrés, les gigatonnes. Enfin, il faut être extrêmement spécialiste et matheux pour arriver à s'y retrouver dans tout ça. Mais quel récit ça fabrique ? Un récit de la grande déconnexion. Oui, ben moi je vais faire le naïf, hein, qui regarde beaucoup la télévision. Effectivement, je pensais que
l'enjeu de cette COP21 avec ces chefs d'État et ces entreprises fortement impliquées, puisque leur logo se trouve sur toutes les affiches, était en train de réussir à se donner des objectifs raisonnables. On parle de 2 degrés, il s'agit maintenant de faire payer les grandes puissances. J'ai entendu notre président de la République qui a réuni une partie non négligeable de promesses de dons pour atteindre les 100 milliards permettant aux pays en voie de développement de ne pas reproduire le modèle de développement des pays riches. Enfin, je ne comprends plus trop. Je vous entends parler violon et on répond peut-être boîte à clous ou alors le contraire. Mais voilà. Après, on peut rentrer dans les détails. Oui, mais on est déjà rentré je crois, dans la 3e partie, ça m'arrange bien. Mais Pablo a des choses à dire là-dessus. Bon, sur la COP21, j'ai pas beaucoup de choses à dire, sinon je vois pas comment on a été, comment dire, tout a été accaparé par un langage technocratique incompréhensible, ça nous dépasse complètement, et ce sont les mêmes personnes qui justement ont créé tous ces problèmes. J'arrive pas à comprendre comment on peut sortir de ça. À grande échelle, ça va créer encore plus de technocratie, de bureaucratie, c'est encore plus de complexité, et c'est très cher en énergie, la complexité au sens thermodynamique. Et on sait que justement la complexité croissante des civilisations est une des causes majeures de leur effondrement. C'est l'archéologue Joseph Tainter qui développe cette thèse. Donc moi, bon, par rapport à la COP21, si on se met vraiment, si ça marche et on se met à réduire les émissions de gaz à effet de serre, eh ben, on arrête la croissance, et du coup, comme un château de cartes, tout le système d'aide s'effondre, les dettes ne seront jamais remboursées, et c'est tout, on passe à autre chose. Alors du coup, ça fera... Je ne sais pas ce qui va venir après. On fait quoi? Mais, alors attends... On va y venir, je vois que Bruno, tu réagis, mais c'est très intéressant. Ah oui. Mon livre n'est pas du tout sans espoir. Il y a de l'espoir, je viens. Mais je pense que pour arriver à toucher cet espoir et avoir les chemins à prendre, il faut aller toucher profondément les zones d'ombre. Il ne faut pas se mentir, il ne faut pas cacher et protéger le public en disant « c'est pas encore trop grave, on pourra y arriver les amis, c'est pas grave, on va y arriver, ils vont nous sortir de là ». C'est faux, c'est des foutaises. Ça a commencé maintenant, les vrais problèmes sont là et il y a de l'espoir. Et je suis ni pessimiste ni optimiste, je le répète. Et si notre bouquin a du succès, il touche vraiment profondément les gens. Patrick Vivray l'a adoré, le conseil. Et Patrick Vivray, c'est quelqu'un qui est aussi dans l'espoir et l'optimisme. C'est parce qu'on touche la question des émotions. Là, je ne pourrais pas développer, malheureusement, ça serait vraiment formidable qu'on puisse accueillir toutes les émotions qu'il y a. La COP21, moi, c'est mon idée, je pense que ça va faire ressortir de la colère. Parce que déjà, on est frustré de ne pas manifester le dimanche. Il y a des frustrations qui sont là. La colère, elle est là. Déjà, à Copenhague, la colère a été étouffée. Là, c'est monté. La cocotte minute, elle est là. Si en plus, ils n'arrivent pas à... bref, ça va monter. Et on va avoir une colère populaire qui va s'y... Elle est étouffée. Et on le sait qu'elle est étouffée parce qu'il y a, avec les révélations d'Edward Snowden sur la NSA, ils sont en train de surveiller même les mouvements pacifistes. Ça fait 20 ans que les gouvernements états-uniens surveillent tout ça et s'attendent à les colères populaires contre les gouvernements. Ça fait 20 ans qu'ils savent que les catastrophes et les guerres climatiques arrivent, et ça fait 20 ans qu'ils se préparent. Et cette colère, si elle est étouffée, elle va sortir de manière très désagréable. Donc la proposition, c'est pas du tout de résister et de mettre sous le tapis les émotions. Moi, j'ai beaucoup de colère, je suis passé par des phases de tristesse immense, de désespoir. J'ai interviewé fin 2011 Denis Meadows, le co-auteur du rapport au Club de Rome. Il est venu en tournée. Lui, il dit, ça fait 40 ans qu'il dit ça, il dit c'est fini, il est trop tard pour le développement durable, les amis. On l'a traduit dans ce livre. Il a écrit un article pour l'Institut Momentum, il est venu... et il dit il faut construire vite des petits systèmes résilients pour les chocs qui arrivent, et ils sont là. J'ai passé 3 heures avec lui, c'était à 1 semaine du premier accouchement de mon premier fils. J'ai déprimé pendant 2 mois. Comment il faut se remettre de ça? Comment je peux regarder mon fils et lui dire voilà le monde, enfin j'ai les larmes aux yeux. J'ai lu des articles scientifiques sur l'effondrement des poissons, des insectes, des oiseaux. C'est des effondrements, c'est à pleurer, c'est vraiment à pleurer. Et je regarde mes fils qui ont maintenant 2 et 4 ans,
et j'ai honte, j'ai de la culpabilité. Je suis passé par des phases d'anxiété, de désespoir, des phases de tristesse et de peur. Et la peur, c'est signe qu'on est vivant. On est vivant, on est des mammifères, on a peur, c'est normal et c'est sain. Et bienvenue la peur. Je l'accueille. Et si vous accueillez vos émotions, si vous écoutez vos proches qui sont dans cette colère, si vous accueillez vos émotions, si vous, au lieu de les mettre sous le tapis, vous savez, si on les met sous le tapis, elles grandissent et après elles vous submergent. Si vous les accueillez, vous leur dites ma peur, bienvenue, assieds-toi. Ici, on va prendre un thé, on va passer un bon bout de temps ensemble. Bienvenue ma colère. On va faire des années ensemble. Et bien tout de suite, elle rapetisse. Tout de suite, vous apprenez à vivre avec. Et je reviens sur cette idée de vivre avec. On va devoir vivre avec. La question des émotions, elle est fondamentale et elle n'est jamais traitée. Jamais. J'ai passé 10 ans dans les mouvements militants politiques. Jamais. J'ai passé 10 ans dans le monde scientifique à faire des colloques. Jamais traité. Jamais on parle d'émotions. Et la santé mentale des climatologues, elle est désastreuse. Non mais je déconne pas là. Ils sont entre désespoir, cynisme, humour noir et dépression. Allez dans un colloque de climatologie. C'est fou. Et du coup, accueillir ces émotions. Et je fais beaucoup d'ateliers là-dessus. Il n'y a pas que les émotions, il y a aussi l'imaginaire, peut-être qu'on en parlera après. Mais il y a des manières d'aller de l'avant et de surmonter tout ça. Et comme les phases d'un deuil, vous savez, quand on perd un être cher, il y a le déni, puis de la colère, de la tristesse, et puis l'acceptation. Eh bien, on va passer ces phases, bienvenue, et allons vers l'acceptation d'une grande descente énergétique, appelons comme on veut, nous on a sauté les pieds dans la flaque, on a dit que c'est effondrement, voilà. Mais on va construire ce monde-là. Et dans la forêt, je termine par là, c'est parce que l'arbre s'effondre que les jeunes pousses peuvent émerger. Et il faut laisser tomber l'arbre, il faut faire le deuil de cet arbre. On a un deuil à faire, les amis. Et maintenant, les jeunes pousses sont là, il y en a des milliers, des millions partout sur Terre d'expériences qui sont dans l'après, dans le monde d'après, le monde de l'après-pétrole. Et c'est pas gagné d'avance, c'est pas gagné, mais il y a de l'espoir, parce qu'on est nombreux, on est en réseau, et c'est pas gagné. Voilà. Merci. Je vois pas mal de personnes qui commencent à s'agiter, et c'est bien. L'émotion passe peut-être, ou des désaccords, ou des remarques. Bruno a quelque chose à répondre, semble-t-il, sur non. ce... Non, Non, je sais pas. Et juste pour annoncer on est encore sur le débat du salon pendant un petit quart d'heure, et puis ensuite on va passer à l'échange avec la salle. Je pense que ça va être important. Non, alors deux choses. Je pense que c'est effectivement important de laisser émerger les émotions. Je sais pas, c'est peut-être parce que je suis un peu plus âgé. Moi, je suis grand-père 2 fois, bientôt 3 fois, et ça me fait flipper aussi. Moi, je pense qu'il faut vraiment passer à la phase action, bougeons-nous, parce qu'il y a vraiment plein de choses à faire. Juste, et pour être très clair, parce que sur la COP21, objectivement, moi, je peux vous dire le communiqué de fin. Le communiqué de fin, c'est accord merveilleux à Paris. Nous avons effacé l'affront de Copenhague. Parce que, et c'est des aspects qui ne sont pas tout à fait négligeables. Il y a 150 chefs d'État qui sont là. À Copenhague, ils étaient 10 à signer à la fin. Là, il y a 150 chefs d'État qui sont là à l'ouverture. Il y a 160 États qui ont rendu, vous savez le terme techno, les INDC, leurs engagements, qui sont en fait, c'est plus des engagements, maintenant c'est des contributions. C'est-à-dire en gros, chaque pays dit voilà ce que je vais faire moi, pour réduire mes émissions de gaz à effet de serre. Il y a 160 pays qui ont rendu leur copie, ça représente 90% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Quand on fait le total de tout ça, on n'est pas à 2 degrés, on est plutôt à 3, 3,5. Et puis quand on regarde de plus près, on se rend compte que sur les 160, il y en a 120 qui disent « je le fais si vous envoyez le pognon ». Ce qui est un peu logique parce que dans cette logique de responsabilité commune et différenciée, des pays qui sont émergents ou qui sont en développement, ils disent « écoutez, nous on veut bien adopter des technologies propres, mais pourquoi on n'aurait pas droit à un peu de santé, un peu d'éducation, un peu de culture, un peu de sport, un peu de bonheur en bouffant un peu le pétrole et le charbon qu'on pourrait avoir sous la main ?» alors que vous avez salopé le travail pendant des années et des années. Ce qui est un peu, en termes d'équité, c'est un peu logique. Moi, je ne me vois pas dire à mes collègues palestiniens, ben non les gars, vous restez là où vous êtes, hein, parce que nous, on a bouffé le pain blanc, donc maintenant vous avez du pain noir. Voilà. Donc, et la logique, c'est ça. Et comme
les États développés, industrialisés, ne sont pas encore prêts à mettre l'argent sur la table pour favoriser ce transfert de technologie, on ne risque pas d'avoir un accord fort à Paris. Mais on va vous dire qu'il y a un accord parce qu'effectivement, il y a eu des engagements de prix. Et quand vous allez gratter, vous allez voir ce qu'il y a dans les engagements, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas grand-chose. Là où je suis assez d'accord avec toi, c'est que je pense que la colère monte et qu'il y a une culture générale mieux partagée. Et même si c'est compliqué, même si c'est très techno, les gens se rendent compte qu'on les balade. Voilà. Et ça, je pense que moi, je suis un petit peu inquiet sur juste après la fin, juste après le 13 décembre. Et en même temps, je reste relativement optimiste parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de forces qui sont à l'œuvre, on y reviendra peut-être, et qui sont en train de faire bouger les lignes, non pas dans la négociation, mais dans l'action. Moi, je travaille beaucoup avec les collectivités territoriales, j'ai participé à l'organisation du sommet mondial des collectivités sur le climat, qui, quand on voit tout ce qu'elles font, on n'est pas encore à la maille, on n'est pas encore à la hauteur des enjeux, mais quand même, il y a une vraie inflexion, il y a des gens qui se rendent compte que finalement, on peut faire différemment, et que c'est plutôt plus intéressant de faire différemment, et donc ils commencent à y aller, progressivement. C'est pas assez vite, mais en tout cas, on avance. Et c'est pour ça que je suis un peu gêné par le discours qui consiste à dire de toute façon on va tous s'effondrer et qu'il n'y a pas d'issue parce que si on arrête on s'effondre, si on n'arrête pas on s'effondre, si on ralentit on s'effondre, si on accélère on s'effondre. Parce que je pense qu'il faut quand même laisser un peu un chemin. En plus, objectivement quand même, on est dans une salle où vous êtes tous convaincus, vous savez tous de quoi on parle. Moi ce qui m'intéresse et ce qui m'interpelle, c'est pas vous, c'est tous les gens qui ne sont pas là. Sans faire offense à l'assistance, c'est quand même plutôt des classes d'âge un peu âgées. Il y a peu de jeunes et en fait c'est. Ben non mais enfin je sais pas. Ouais il y en a. Ouais ben voilà. Merci. Moi hier j'étais à Saint-Étienne, je faisais à peu près le même exercice devant des classes d'étudiants et je peux vous dire que c'était assez stimulant aussi parce que les questions c'était il y avait des chefs d'entreprise aussi. Et il y a un chef d'entreprise qui expliquait tout ce qu'il faisait. Il y a une question qui a fusé, c'était attendez, vous nous parlez d'utopie, vous nous parlez de transformation, et il faudrait qu'on vous remercie. Et la petite dame qui était à côté de moi, elle était très très mal à l'aise pour répondre à la question. Et je pense qu'effectivement, je suis d'accord, il faut afficher le caractère dramatique dans lequel on est, mais il faut aussi qu'on donne des leviers pour dire on se bouge quoi. Et c'est pas facile, hein. Je dis pas que c'est facile. La colère gronde en Europe, on est assez d'accord. Je pense qu'elle est déjà bien avancée en Amérique latine. L'éveil d'un continent, c'est le titre de Christophe. Je pense qu'il a des choses à apporter, peut-être éclairantes sur l'état de la mobilisation, la colère, mais aussi la mobilisation du mouvement citoyen et comment ceux-ci font pression sur leur gouvernement lorsque c'est possible. Il se passe des choses en Amérique latine sur le terrain de l'environnement. Ouais, je vais y venir, mais avant, je vais faire 2-3 petits commentaires aussi un peu sur les échanges. Bon, effectivement, je crois qu'il faut être clair, le scénario des 2 degrés, à mon sens, il est déjà derrière nous. Tu l'as dit, Bruno, l'ONU, dans des calculs très optimistes, a comptabilisé que les États là, qui ont fait ces fameuses contributions, qui représentent à peu près les États qui représentent 86% en fait, hein, des émissions de gaz à effet de serre, donc c'est pas 100%, c'est sur 86%. Leur contribution, si vous voulez, aboutit déjà à un scénario au mieux de 2,7 avant la fin du XXIe siècle. Donc on est déjà dans l'après 2 degrés et les conséquences, elles seront avant tout, j'insiste, elles seront avant tout politiques et sociales dans un premier temps. Les conséquences, ça va être par exemple l'émergence d'un personnage nouveau dans la mondialisation. Cette dame ou ce monsieur ou cet enfant s'appelle le réfugié climatique. Ça va être des dizaines de millions qui vont participer et interpeller toutes les sociétés au niveau global et donc qui renforcent toutes ces problématiques que nous vivons aujourd'hui en Europe. Je crois que le grand effroi, c'est de se dire qu'en France aujourd'hui on dit qu'il y a un état d'urgence, mais le grand effroi c'est de se dire que, et surtout un état d'urgence mondial, à tous les points de vue, parce que les enjeux de tout ce qu'on se discute, la grande accélération, ce qu'on a dit sur les océans, ça se passe avec des contradictions et des enjeux énormes. Ça se passe dans un contexte où l'humanité est en pleine expansion, par ailleurs. En 2050, s'il faut baisser nos émissions de gaz à effet de serre, on sera dans une humanité qui, selon l'ONU, sera quasiment de 10 milliards d'individus. 9,6.
Moi, c'est je me dirais. Pourquoi non. D'accord. On n'est pas dans un scénario continuiste. Alors justement, tu me fais la transition parce que c'est la critique que je vais vous faire là-dessus. Mais je continue mon raisonnement. En tout cas, c'est moi les chiffres que j'ai de l'ONU, donc c'est peut-être pas les bons, qui vont nécessiter des productions agricoles attenantes, etc. On est dans un monde aussi où, sauf si je me trompe encore, on va avoir en plus une augmentation des besoins énergétiques comptabilisée à peu près à 35% avant 2035 du fait des économies émergentes qui vont elles aussi brûler de l'énergie. Donc j'entends un scénario égal dans le monde tel qu'on est aujourd'hui. On va vers ça. Business as usual. Bon, alors voilà. Donc on y est. Effectivement, il y a de quoi déprimer sur le papier. Honnêtement, il n'y a pas de quoi s'emballer sur tout ça. Mais moi, je pense qu'il y a de l'espoir. Et où l'espoir? Mais l'espoir, il est là, tout simplement. Je veux dire, il n'y a pas une fois dans l'histoire de l'humanité où l'humanité, dans des rapports contradictoires, complexes et conflictuels, ne cherche pas à résoudre ses problèmes. Donc l'espoir, il est dans le fait que les gens qui souffrent de situations qui vont être liées à tout ça, chercheront à résoudre leurs problèmes. Par quasiment, je dirais, un réflexe anthropologique de l'espèce humaine. Toute la question, c'est de savoir vers où ça va aller. Est-ce que ce sera vers du pire ou vers du mieux? Et le mieux, ce qu'on peut faire aujourd'hui, nous, c'est continuer à travers nos débats, à mon avis, à peaufiner, sculpter, dessiner des horizons, des scénarios alternatifs, rappeler ce que tu as dit sur les expériences multiples qui existent de par la planète, mais c'est bien de comprendre déjà comment les leviers sur lesquels on peut agir. Les leviers sur lesquels on peut agir, c'est renforcer la démocratie. Ça, c'est la première chose, dans toutes nos sociétés. 2, c'est de bien comprendre que tout ça est lié aussi au mécanisme d'un système de production et d'échange à l'échelle mondiale, que ce qui est derrière tout ça, c'est la question de notre mode de vie, individuel mais aussi collectif, parce qu'on ne peut pas soutenir ce système à l'échelle planétaire. Les modes de vie sont en question. Moi, je pense que sur le débat croissance-décroissance, je pense que c'est un débat qui est un peu limité dans ces termes, parce qu'il y a des endroits où il faut de la croissance et des endroits où il faut de la décroissance. On parlait du Burkina, on pourrait parler d'autres pays du Sud qui ont des problématiques de pays du Sud, dont le développement de certaines infrastructures sont nécessaires pour éradiquer des inégalités, des pauvretés qui ne font que s'accroître au niveau planétaire, parce que tout ça marche ensemble. Donc le combat contre les inégalités sociales, le combat contre la pauvreté, le combat pour plus de démocratie, le combat finalement pour opposer à des solutions qui sont basées sur le business as usual ou la reconversion de l'économie telle qu'elle est dans des formes où l'écologie, la crise devient même un levier pour générer de la nouvelle croissance et des nouveaux profits pour les acteurs économiques et financiers. Ça, c'est une voie possible, mais c'est une voie destructrice. L'autre voie, c'est d'opposer à ça, partout quand on peut, des solutions qui sont basées sur des solidarités personnelles et collectives. Parce qu'on ne s'en sortira pas, on peut tout à fait s'en sortir, c'est là où je vois moi l'espoir, on peut tout à fait s'en sortir si on est capable de commencer à redistribuer la richesse et ce qui est produit au niveau planétaire d'une manière différente et qui ne soit pas l'objet d'accaparement permanent, de logique, de marchandisation qui s'impose à vos vies individuelles et à nos vies collectives. Ça, c'est déjà, à mon avis, le discours qu'on doit tenir et autour duquel on peut mobiliser des gens pour qui, disons, la conscience de tous ces problèmes-là peut à la fois s'élever et à la fois trouver des voies de sortie positives. Parce que ça va être ça l'enjeu. Si on est, et je pense, j'ai pas lu le livre honnêtement, mais je vais corriger cet état de fait. Mais il y a une chose que je sais, moi, mes études sont celles de, je fais des études d'histoire. Il y a un truc qui est sûr, c'est que l'humanité, l'histoire n'est jamais linéaire et étapiste. Ça marche pas comme ça. Il n'y a pas d'histoire étapiste. Alors peut-être tu m'as parlé de continuisme par rapport à la population, mais l'histoire n'est jamais étapiste. C'est pas d'abord comme ça, et puis après comme ça, et après ça enclenche ça, qui enclenche ça, qui enclenche ça. Ah bon, on oublie juste quelque chose. Non, bien sûr, parce qu'on oublie juste quelque chose de fondamental dans cette affaire-là, c'est le facteur humain, précisément. Le PFH, voilà. Alors, merci Christophe de me permettre d'appuyer sur le dernier bouton qui permet de passer à la dernière partie, puisque voilà, on va terminer le round que tiens, je me mets à te tutoyer d'un coup là, que tu viens d'initier. On va terminer par les 3 intervenants et on va passer tout de suite après au débat avec la salle alors je pense qu'on a tous compris les quelques outils que vous nous proposez tous pour évaluer la COP21. Je pense que vous êtes tous d'accord pour dire que le bilan sera sans doute mesuré et très relatif, mais on est rentré dans le débat d'après. Que faire après? Que faire pour faire en sorte
disons, de se préparer au choc, car il aura lieu, mais aussi aux ressources. Certains l'appellent les éléments de résilience. Vous en avez fait un ouvrage, les mobilisations à venir pour faire en sorte d'atténuer les chocs et d'imaginer des alternatives possibles à la situation actuelle et au processus en cours. Alors, Agnès et ensuite Bruno et Pablo qui terminera ce round, et ensuite la parole sera donnée à la salle. Sur quoi faire? Ouais, on est dans une situation intéressante parce que elle mobilise aussi des nouveaux récits, des imaginaires. Et moi, je pense qu'il faut oser un exercice de rupture. Et c'est pour ça que je pense que le travail de Pablo est important. C'est pour ça qu'on a créé aussi un laboratoire d'idées qui s'appelle l'Institut Momentum, où d'ailleurs Pablo et moi et d'autres, nous sommes tous rencontrés et avons commencé à élaborer ensemble et individuellement des ouvrages. Et dans ces ouvrages, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait un exercice d'étirement de notre imaginaire. C'est-à-dire qu'on ose imaginer que le monde de demain sera très différent du monde d'aujourd'hui, parce que les logiques actuelles ne peuvent pas être poursuivies. Elles vont être contrecarrées par des ruptures de tous ordres, et que donc il faut imaginer, d'abord affronter ces changements et s'y préparer. Et finalement, ce qui ressort de tout ça, c'est que la reconnexion à la nature nous humanise. Et qu'on a perdu une partie de notre humanité peut-être parce qu'on vit avec des tas de prothèses, on est déresponsabilisé parce qu'on ne sait pas ce qui se passe en bout de chaîne, on se sent mal à l'aise d'ailleurs dans cette complexité-là. Et finalement, ce qu'on propose à travers nos articles et nos livres, c'est une forme de simplification sociétale à travers des échelles qui doivent être redimensionnées à taille humaine et à travers un redéploiement d'activités humaines qui doivent tendre vers plus d'autonomie, donc réappropriation d'une partie des outils, ralentissement, acceptation du ralentissement, relocalisation, ça c'est évident, décomplexification de manière générale des rôles sociaux, valorisation de tout ce qui est service à la personne, de ce qu'on appelle le care, les soins aux autres, redimensionnement des médias même, des radios de proximité, commencer à imaginer un monde moins numérique, parce que tout passe par le numérique, mais si un jour il y a des pannes, il faut qu'on puisse communiquer entre nous à l'échelle de Romainville, avec une radio locale qui va fonctionner, et qui va faire passer des messages, et dans le même temps établir des réserves foncières le plus possible pour relocaliser une partie de la production de calories, donc du maraîchage. Voilà, parallèlement à ça, désurbaniser en partie les métropoles. C'est pour ça que le projet du Grand Paris est une aberration totale. Ça ne va pas du tout dans le bon sens, quoi. Il faut faire l'inverse. Il faut que les gens puissent quitter la grande ville et puissent se projeter dans des collectivités plus petites et puissent imaginer gagner leur vie ailleurs que dans cette immense complexité. Alors il y a des projets qui existent en Europe, des micro-fermes, des réseaux d'éco-villages, etc. Voilà. D'ailleurs, Pablo, qui vit dans un éco-village, sera mieux placé que moi pour vous en parler. Oui, d'accord.
D'accord. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Bob Hopkins, Rob Hopkins, l'initiateur du mouvement de la transition. Je l'ai fait venir dans un atelier qu'on a fait en Nord-Pas-de-Calais. J'ai rencontré tout récemment la coordinatrice internationale du mouvement maintenant. Je trouve ça génial, très très bien. Ma seule inquiétude, c'est que cette transformation-là, et je suis d'accord, elle est extrêmement importante parce qu'elle est portée par les gens, elle s'accompagne d'une transformation du regard que portent les gens sur eux-mêmes et sur leur entourage. C'est super. Le petit problème, c'est qu'on a un macro changement à opérer et qu'on n'est pas à la maille, encore une fois, ça ne va pas assez vite. Et donc, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et au risque de vous choquer, il faut travailler avec le mouvement de la transition, il faut travailler avec L'Oréal, et puis il faut travailler avec Bordeaux Métropole, dont le président est M. Alain Juppé, et avec qui je travaille aujourd'hui, par exemple, sur une nouvelle stratégie de développement durable où on parle de rupture, et on dit, par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais Bordeaux Métropole, c'est une grande métropole, 28 communes, très peu dense, 50% du territoire est encore non urbanisé. Décision prise il y a 3 jours, on arrête l'urbanisation. C'est-à-dire que les 50% qui sont non urbanisés resteront non urbanisés. Agriculture urbaine, reconquête des friches. De la même façon, Bordeaux Métropole sera territoire à énergie positive en 2050, c'est-à-dire qu'en 2050, Bordeaux Métropole consommera moins d'énergie que ce qu'il ne produira à partir de ressources renouvelables, en partenariat avec les territoires voisins, parce que c'est pas que sur Bordeaux que ça va se faire, mais justement, et donc ça rejoint un peu ce que tu disais, ça nécessite de créer de nouvelles solidarités avec les territoires voisins, tout ça. Moi je crois beaucoup à ces évolutions-là, c'est pas, encore une fois, c'est pas l'une contre l'autre, c'est l'une et l'autre. Il faut aussi qu'on travaille avec les leviers, y compris de grandes entreprises. Je travaille avec le groupe L'Oréal et on les a amenés à mettre en place une stratégie de neutralité carbone, où ils travaillent avec leurs fournisseurs pour amener des transformations qui font que demain, déjà toutes leurs usines sont compensées en énergie positive à partir de ressources renouvelables. Et vous allez me dire, oui, mais les cosmétiques, ça sert à rien. C'est vrai, cependant, il y a quand même 1,5 milliard de consommateurs dans le monde qui achètent des produits L'Oréal. C'est plein de perturbateurs. Non, mais c'est plein de... L'Oréal. Non mais d'accord, ok, on pourrait faire toute la liste de trucs qui vont pas. Il se trouve qu'on travaille petit à petit sur chacun des points de la liste, justement pour éliminer tous les problèmes petit à petit. Et je suis pas fan de ce genre de choses. Moi vous savez, j'ai fait 10 ans de Greenpeace, j'ai botté les fesses de grandes entreprises, de gouvernements, et aujourd'hui je continue à faire du Greenpeace de l'intérieur, à essayer de changer les choses. Simplement quand j'ai un levier comme L'Oréal, c'est un peu plus puissant. Si eux ils font des choses correctement, c'est un peu plus puissant que la coopérative bio du coin avec laquelle je travaille aussi. J'ai été très content de bosser pour Enercop. Quand Enercop nous a appelés après Fukushima en disant on ne sait plus quoi faire, on a trop d'appels, il faut qu'on fasse un plan stratégique. Donc on a fait un plan stratégique. Alors j'en discutais tout à l'heure avec le représentant d'Enercop ici qui me dit qu'effectivement ils sont sur la ligne de ce plan stratégique. Pour moi, il faut activer tous les leviers. En acceptant parfois que ce qu'on fait n'est pas l'idéal, mais qu'à force de bouger les leviers, on va petit à petit aller vers du mieux. Merci. Pablo. Merci. Et ensuite on passe à la salle. Ouais, je suis pressé de vous entendre. Juste, dans le micro, je suis assez d'accord avec tout ce qui se dit, plus ou moins, mais je suis vraiment content, Christophe, que tu parles d'histoire qui est non linéaire. On passe 3 chapitres dans le livre à dire ça, justement, l'histoire n'est pas linéaire. Mais attention, ça prend des bifurcations, et ce qu'on dit, c'est que ça peut aller dans le bon ou dans le mauvais sens. Donc voilà, il y a des effets de seuil à dépasser. Si on est une masse critique, on peut faire une transition, pourquoi pas, plus ou moins réussi, on verra, mais ça peut partir en sucette de l'autre côté avec plein d'autres facteurs qu'on ne maîtrise pas, le climat, le nucléaire et tout. Alors je vous passe ces scénarios abominables. Mais voilà, l'histoire est non linéaire évidemment. Mais alors, c'est justement pour ça qu'on ne sera pas 9 milliards en 2050 et 11 milliards en 2100, puisque les scénarios de l'ONU démographiques sont totalement linéaires et déconnectés du système Terre, parce que je suis allé voir les modèles, et c'est des projections de taux de natalité, de taux de mortalité et de taux d'immigration.
c'est tout. Toute chose étant égale par ailleurs. Non mais la plupart Alors, des c'est-à-dire- travaux montrent attends, qu'on stabilise la population mondiale à 9 Ça milliards. n'a aucun sens parce que quand on connecte les modèles au système Terre, c'est-à-dire aux ressources, au pétrole, etc., eh bien on tombe sur le modèle Meadows qui a ses défauts mais qui est quand même un peu plus réaliste, c'est-à-dire que ça s'effondre, c'est-à-dire voilà, quand on part en exponentiel, à un moment ça retombe, on ne sera jamais 9 milliards en 2050 selon moi, j'ai plus tendance à croire ces modèles. Mais voilà, après ce sont des projections. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on lâche dans une salle le mot effondrement, et je te remercie Bruno, tu es un exemple de ça, c'est que ça fait des étincelles dans notre tête, et moi qui étais nourri aux films genre Mad Max, films de zombies, etc., dans ma tête, il y a 4 ans, on me dit effondrement, on va tous s'entretuer, il faut vite s'acheter des fusils, parce que tous les voisins potentiellement vont devenir des ennemis, puisqu'il va falloir aller vite faire des stocks et tout ça. Ça, c'est l'imaginaire survivaliste, qui est très répandu dans nos sociétés individualistes, aux États-Unis, etc. Même ici, ça commence. Et c'est intéressant de remarquer que justement, la puissance, tu parlais de C'est pas parce que je réagis que je suis... Non, mais j'ai pas dit que tu étais comme ça, j'ai dit que tu réagis au mot effondrement, parce que c'est vrai, ça réagit, moi je réagis. Et j'aborde, je parle plus de toi, j'aborde le thème de l'imaginaire, et l'imaginaire est extraordinairement important. Alors, Bruno, tu citais Rob Hopkins, les villes en transition. Je ne sais pas si vous avez participé à une ville en transition, mais c'est exactement ça. On est Romainville en transition, nous là, ce soir, et on se dit, 2035, il n'y aura plus de pétrole, il y aura un climat agressif et instable, mais il fera bon vivre à Romainville. Et il fera bon vivre. On va rêver, on va le dessiner avec des crayons de couleur, on va le dessiner, et après on va faire un rétro-planning 2034, 2033, 2032 pour savoir exactement ce qu'il faut faire, mais de manière réaliste et concrète, pour arriver à ce rêve. On va le présenter au conseil communal ou municipal, et puis ça va être le plan de descente énergétique de la ville de Romainville. C'est exactement ça que font les villes en transition, il y en a plus de 1500 dans le monde, bref. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça ? Ils ont un levier très puissant, je parlais de levier d'action, qui est l'imaginaire. Ça tourne vers le positif, on voit l'avenir un peu plus positif, mais en étant lucide sur les catastrophes. Ce sont des catastrophistes positifs. Et c'est exactement ça. Ils voient en face les chiffres, comme les climatologues déprimés, on les voit en face, seulement avec des techniques psychologiques, je l'ai dit, sur les émotions, et avec la puissance de l'imaginaire, on arrive à rester avec courage, les yeux grands ouverts devant ces chiffres, avec courage et pas rentrer dans le déni, et d'y aller et de passer à l'action de manière réaliste. Et nous sommes hyper réalistes en disant cela. Et d'ailleurs, c'est un des objets du livre sur la résilience, des jeunes pousses, il y en a plein. Enfin, j'ai visité plein d'expériences de fermes post-pétrole, de monnaie locale, de plein. Mais si vous saviez tout ce qu'il y a, mais on peut en faire des dizaines de milliers de tomes de livres, il y a plein de choses qui existent, seulement il faut mettre les lunettes des catastrophes, c'est désagréable, pour les voir, pour voir que tel paysan, mais qu'est-ce qu'il fait avec l'attraction animale ? Il ne sait pas qu'il y a des moissonneuses-batteuses ou quoi ? Mais l'attraction animale, c'est l'avenir. Dans 10 ans, on y est massivement en Europe. Je dis ça fera sourire, vous pouvez balayer ça d'un revers de main, mais c'est pas si facile une fois qu'on rentre dans les chiffres de balayer ça. Mais on comprend pourquoi cet ancien informaticien qui a tout lâché, il a fait un stage de permaculture, maintenant il se met à l'attraction animale. Il est fou quoi ? Mais non, il est ancré dans l'avenir, il a mis les bonnes lunettes et il a transformé son imaginaire et il y va petit à petit. Et la puissance de l'imaginaire, c'est ça. C'est imaginer que ce ne sera pas Mad Max, on n'est pas Mel Gibson avec un fusil à pompe ou les films de zombies. C'est beaucoup plus riche que ça. Et notre proposition dans le livre, c'est de mettre des couleurs, de la nuance dans ce mot effondrement, pour pas que ça soit caricaturé et balayé d'un revers de main. Et ça ne sera pas non plus Star Trek. On ne va pas aller sur la Lune, sur Mars ou sur un satellite de Jupiter avec les pilules de l'énergie infinie. Ils ne nous trouveront pas quelque chose. Il y a un juste milieu à dessiner. Les artistes ont toute leur place à jouer ici. Les scénaristes, les dessinateurs de BD, les romanciers, etc. Et les jeunes, et je reviens aux jeunes, moi, mes enfants ne comprennent pas encore ça, ils ont 2 et 4 ans, mais je suis intervenu dans des écoles, les jeunes sont très lucides. Et ils nous remercient, ils sont dans la gratitude, merci de ne pas nous mentir. Et ils s'en sortiront beaucoup mieux que nous. Moi je passe déjà pour un vieux con en disant ça, mais c'est vrai.
Et comme nous, on s'en sort mieux que nos grands-parents, on est plus ancré dans notre génération, ben les enfants aussi, c'est pareil, ça sera leur monde. Il faut juste les laisser partir et les laisser aller. Et donc, voilà, puissance de l'imagination. Et moi, je voulais vraiment vous écouter là-dessus, pas sur les chiffres, pas sur la raison, la tête, mais sur le cœur, les émotions, mais vous aussi, hein, les émotions et l'imaginaire, comment vous imaginez les choses et comment on peut changer le monde juste avec ça. Merci. Voilà. Donc je vais abandonner le micro avec fil à nos 4 invités. Vous essayez de ne pas trop vous disputer autour du micro. Pour le reste, vous vous débrouillez. Et je vais me lever pour accompagner le micro auprès du public. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne trois interventions du public.